Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir M. Cognot. Peut-être vous avez déjà vu une de ses vidéos sur notre chaîne vidéo, du Cercle Aréopage. Vous étiez autrefois professeur à Nancy. Et votre livre, je pense que c'est un grand livre. Très important, et ça recoupe des sujets qui ont été abordés à plusieurs reprises ici. Manipulation. Et ça traite au fond de la modernité, et le sujet de la conférence était un peu provocateur, la théologie de la provocation. Donc c'est toute la mentalité moderne et postmoderne qui détruit de manière inexorablement tout au nom de principes faux, d'images, de slogans qui empêchent toute réflexion. Entre autres, et ça me fait penser à Balzac, on a détruit la France au nom de quel principe? Le progrès. Et Balzac disait un slogan nouveau pour des ambitions nouvelles. C'est tout à fait ça. Et vous ajoutez, et ça vous le développerez, le tiers inclus. Montrer comment la plupart des gens sont à la fois victimes et acteurs de cette décadence inexorable. Alors je vous invite à relire, d'abord tout à l'heure, à Acquérir n'a pas beaucoup de son livre, et de vous faire dédicacer, et de méditer ce livre. Décadence inexorable, du moins, à moins d'une saine réaction, et la vie c'est la réaction, n'en déplaise à nos adversaires. Décadence inexorable. Et voir comment, alors laissons de côté des petites histoires comme le personnage ou en couleur de Azef, mais combien a-t-il d'Azef aujourd'hui? Moi j'ai connu, cette petite parenthèse, un professeur d'université qui avait 3 noms et qui était sur des échiquiers totalement différents. C'est rare. Mais aujourd'hui ce sera peut-être difficile avec Internet, mais je ne vais pas vous dire les milieux qu'il fréquentait, mais une fois que je l'ai vu, il était professeur à Strasbourg, l'université, comme quoi le personnage a fait quelques émus. Et ce qui est important, que pour lutter contre cette déshumanisation qui aboutit à l'anti-humanisme et à la mort de l'homme, il faut revenir à une philosophie réaliste. Alors quelques pistes de lecture, entre autres Marcel de Corte, l'intelligence en péril de mort. Je pense que j'en ai assez dit, à vous cher ami. Merci frère Seyré, merci pour votre invitation, merci pour votre soutien. Je suis très heureux de parler au cercle de l'aéropage de mon livre, et sous cet angle qu'on a choisi, puisque chaque fois, pour un peu varier, disons, le propos, je prends un angle différent. La dernière fois, c'était au dialogue franco-russe. Bon, je parlais de mon livre plutôt sur le plan du rapport entre la parole et la réalité, puisque dans ce livre, j'essaie de montrer que nous sommes enfin, la situation que nous vivons aujourd'hui est dominée par cette substitution du discours aux faits et sur la négation des réalités que les gens sont en train de vivre. Et cela sur un plan extrêmement général. On peut évidemment parler des guerres, des conflits, mais cela vaut également pour notre expérience quotidienne dans les sociétés dans lesquelles il nous est donné, hélas, de vivre. C'est ces sociétés qui se placent sous le signe de la démocratie, de la modernité et de la liberté, et évidemment du progrès, comme l'a dit frère Thierry, qui sont au fond des vaches sacrées qui interdisent même la réflexion, n'est-ce pas? Et qui sont données comme étant comme des vérités absolues que l'on ne peut mettre en cause, et comme correspondant
à des réalités qui sont le contraire, justement, n'est-ce pas, de ces concepts qui ne sont que des présupposés idéologiques. Alors dans ce livre, j'ai essayé de remonter aux sources de cette catastrophe que nous sommes en train de vivre, comme l'a dit très bien frère Thierry, c'est-à-dire de cette décadence qui a toujours pris le masque du progrès. Et j'ai essayé de définir cette modernité donc, qui naît, on peut dire, vers le milieu du XIXe siècle, dans le contexte des nouvelles formes de société qui sont à la fois, qui vont prospérer jusqu'à nos jours, et qui sont toujours doubles. Parce que, qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là comme une société qui peut remplacer les anciens systèmes? C'est le capitalisme et la démocratie. Et donc chaque fois, on constate qu'il y a, pour chaque phénomène, il y a une face noire et une face blanche. Le capitalisme est plutôt mal perçu, mais il est toujours couvert par la démocratie, parce qu'on considère que le capitalisme est indissociable de la démocratie, et la démocratie est indissociable du capitalisme. Et alors cette idéologie, n'est-ce pas, qui naît en Occident, disons vers le milieu du XIXe siècle, elle va s'introduire en Russie, elle va engendrer en Russie des courants révolutionnaires qui vont peu à peu gangréner la société russe et provoquer ce que l'on connaît, c'est-à-dire les deux grandes catastrophes inaugurales, je dirais, du XXe siècle, qui ont été la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, que l'on ne peut pas dissocier. Donc je me suis penché sur ce phénomène du nihilisme, qui est d'ailleurs l'objet d'un roman de Leskov que je viens de traduire. Je profite de l'occasion pour faire déjà un effet d'annonce qui s'appelle À couteau tiré et qui a été écrit en 1870 et qui disons, décrit, n'est-ce pas, la société russe à ce moment-là comme étant entièrement sous l'emprise de cette nouvelle idéologie que moi j'appelle, enfin qui peut-être n'était pas considérée à ce moment-là comme totalitaire, parce qu'elle était seulement en train d'émerger, n'est-ce pas? Elle n'avait pas encore pris toute sa puissance, mais elle commençait déjà à avoir le pouvoir réel sur une société russe qui continuait, en fait, qui jusqu'en 1917 a quand même été toujours, n'est-ce pas, sous le régime tsariste, sous l'ancien régime. Mais ce qu'il y a de flagrant, c'est que on pourrait dire au pouvoir officiel, qui perd de plus en plus de son emprise sur la société, se substitue un pouvoir idéologique dans les médias de l'époque, n'est-ce pas, dans les revues, dans la littérature, et qui peu à peu, on pourrait dire, corrompt les esprits jusqu'à entraîner l'effondrement de tout le système, n'est-ce pas? Et donc on arrive à un point de rupture qui est justement concomitant à l'apparition, enfin, de cette modernité que l'on célèbre encore aujourd'hui comme étant vraiment, la source de toutes les valeurs. Et ce qui m'a paru intéressant ce qui m'apparaît de nouveau justement dans cette modernité, c'est que la modernité qui est célébrée à cette époque, qui se manifeste à cette époque, et qui va continuer comme on l'a vu, et qui a provoqué au fond, qui est toujours à l'œuvre, n'est-ce pas, dans tous les changements, dans toutes les ruptures de l'histoire, cette modernité, elle marque une rupture fondamentale avec tout le passé de l'humanité. C'est-à-dire le passé, disons, je dis de l'humanité, on pourrait dire de la civilisation judéo-chrétienne tout entière. C'est-à-dire que l'apparition, que ce phénomène que l'on désigne comme étant la modernité, va proposer une solution de remplacement, n'est-ce pas, à des valeurs qui se transmettaient de génération en génération, et profitant évidemment des injustices, des abus, des excès inhérents à chaque
société, à chaque régime, ce qu'il y avait de différent, c'est que alors que précédemment, chaque génération constituait une espèce d'alternative, enfin succédait à la précédente, n'est-ce pas, mais sans mettre en cause les fondements même de la civilisation. Et cela, je l'avais constaté déjà dans le domaine de l'art, parce que le livre que frère Thierry vient de vous présenter s'inscrit dans le prolongement de notre livre que j'ai écrit et qui était consacré uniquement à l'art et qui s'appelle L'art contre les masses, où j'établis un parallèle une relation entre le modernisme artistique et la modernité sociale. Et donc ce que j'ai constaté dans l'art, à savoir que dans l'histoire de l'art, depuis toujours, il y avait une relève, n'est-ce pas? C'est-à-dire que chaque école, évidemment, s'opposait à l'école précédente, mais ne mettait jamais en cause des acquis fondamentaux, des valeurs fondamentales, qui restaient toujours communes, n'est-ce pas? Tout communes aux artistes. Et là, ce à quoi on assiste, c'est vraiment à la destruction même de l'art en tant que tel, alors que cet art en tant que tel était on pourrait dire promulgué justement par les avant-gardes de cette époque. Et cela m'a donné à penser que ce qui était le signe de ce que j'appelle de cette provocation qui, selon moi, constitue l'essence même de la modernité, eh bien c'est l'inversion des valeurs. C'est que nous sommes constamment en face d'une inversion des valeurs et que par exemple, ce que l'on appelle la démocratie triomphante, qui est considérée comme, n'est-ce pas, absolument, que l'on ne peut jamais mettre en cause, eh bien, si on analyse les réalités qui se réfèrent à cette notion de démocratie, on s'aperçoit que ces réalités sont exactement le contraire, n'est-ce pas, de ce que l'on peut concevoir comme étant la démocratie. Il en est de même pour le progrès. Le progrès technologique, on ne peut pas le mettre en cause. Pas le progrès technologique, il est. Mais quel est le résultat de ce progrès technologique? C'est une décadence morale, sociale, politique, permanente. Et même, je dirais, une décadence artistique, dans le domaine artistique. Parce que le progrès va toujours dans le sens du confort, de la commodité technique, n'est-ce pas? Regardez ce qui se passe avec les DVD, toutes ces nouvelles technologies que l'on exalte, elles s'accompagnent toujours d'une régression artistique. Regardez, par exemple, vous ne pouvez plus maintenant voir un film comme on le voyait avant. Parce qu'avant, quand vous voyez un film qui était avec la pellicule, en 35, ça n'a aucun rapport avec le digital. Vous écoutez de la musique, vous écoutez les CD, n'est-ce pas? Ou toutes les formes maintenant de support, MC3 ou tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec les anciens même modes de reproduction, même les disques vinyles, qui ont toujours beaucoup de succès auprès des mélomanes, parce que leur reproduction était beaucoup plus fiable, beaucoup plus juste. Donc on assiste constamment à une régression, n'est-ce pas, qui est sous le signe du progrès. Le progrès désigne en fait est l'expression d'une régression permanente, et c'est toujours au nom de... Regardez par exemple, pour revenir à la démocratie. La démocratie se veut comme, sous le signe de la majorité, n'est-ce pas, la volonté de la majorité. Mais en réalité, ce sont les minorités qui décident de cette majorité. On assiste à des paradoxes absolument invraisemblables. C'est le culte des minorités sexuelles, toutes les minorités que vous pouvez imaginer, qui sont portées au pinacle et au nom desquelles tout le monde auquel on doit s'assujettir, etc. Bon, je ne vous renvoie pas à des phénomènes que vous connaissez aussi bien que moi, concernant les nouvelles lois, les nouveaux décrets, qui vont tous dans ce sens. Donc, alors cela n'est pas nouveau. Ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que j'ai voulu essayer de retracer, si vous voulez, l'histoire de cette provocation à travers les différents systèmes totalitaires qui se sont succédés et qui tous d'ailleurs ont en dénominateur commun cette modernité. Si vous prenez même le nazisme,
le nazisme le nazisme se voulait porteur de modernité, n'est-ce pas? Dans ses excès, dans ses outrances, dans ses exclusions, dans ses discriminations, il se voulait porteur, et il a été porteur de modernité, n'est-ce pas? Les usines, quand on veut, toutes les qui ont créé les gaz qui ont tué les gens à Auschwitz, etc. L'industrie était, n'est-ce pas? On inventait des nouveaux moyens de destruction qui étaient effectivement extrêmement modernes, n'est-ce pas? Il y a une grande modernité dans le nazisme, même dans la conduite de la guerre. Ce qui a fait ce qui a contribué à la victoire du nazisme, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est justement cet art de la guerre nouveau, n'est-ce pas, de la guerre éclair, la guerre des blindés, etc., qui était une nouveauté par rapport à la guerre de 1914, etc., etc. Le communisme, n'en parlons pas. La modernité, elle est essentielle au communisme. Le communisme se veut, il est porteur de l'avenir radieux. Il n'est pas inscrit. Ce qui a fait la force du communisme, justement, c'est ce mouvement vers cette représentation d'un avenir, n'est-ce pas, où toute l'humanité sera réconciliée avec elle-même, dans une égalité des droits. L'idée était absolument fascinante, et d'ailleurs elle a galvanisé des millions de gens, au point que même les victimes même, n'est-ce pas, du bolchevisme, vous le savez très bien, criaient « Vive Staline !» Elle était victime de Staline et criait « Vive Staline !» Donc il y avait une espèce de fascination dans la représentation. C'est cela qui m'a paru important. Et frère Thierry vous a parlé du tiers inclus. Je me suis servi de cette notion dans mon livre que j'ai puisé dans les mémoires d'un écrivain polonais que j'ai traduit, poète polonais, qui a été victime qui a été pendant la guerre arrêté par tout ce qu'il était à Lvov, il a été arrêté par le NKVD. Et il a passé beaucoup d'années en prison, dans les prisons soviétiques, et il a fait la constatation suivante. Il a dit, dans les prisons, je n'ai pas là, bon, je ne vais pas citer littéralement, mais disons l'idée qui m'a paru importante, c'est celle-là, que j'ai désignée comme étant celle du tiers inclus, le principe du tiers inclus. Il dit, dans la prison, nous étions frères par le NKVD, nous étions frères par le parti. Nous étions frères par Staline. C'est-à-dire que Staline était entre nous. Et c'est cela qui soudait les prisonniers eux-mêmes, n'est-ce pas? Et il ajoute, c'est évangélique. Alors ça m'a évidemment énormément, disons, choqué en quelque sorte, mais ça m'a donné à penser qu'au fond, tous ces systèmes totalitaires étaient comme d'ailleurs des observateurs il y a eu, fin de cette époque, l'avait remarqué, c'est par exemple Armand Robin, qui disait que le communisme est spirituel à l'envers. Que tous ces systèmes totalitaires, au fond, sont porteurs d'une sorte d'une religiosité dépravée, je dirais, n'est-ce pas? Ils sont, au fond, ils veulent se substituer à la religion. Et donc, le tiers inclus, c'est évidemment la parodie de la parole du Christ. Je serai partout où vous serez, je serai avec vous. Eh bien, ce n'est plus le Christ qui est avec nous, mais c'est Staline, c'est le parti, n'est-ce pas? Et on assiste à ce culte du parti, n'est-ce pas? Cette sacralisation du parti qui a toujours raison, et qui justifie toutes les contradictions, n'est-ce pas? Tous les mensonges, tout est lavé par n'est-ce pas, cette toute puissance du parti qui est inattaquable. Et donc on assiste à donc je me suis penché donc non pas tellement sur les conséquences, même pas sur les causes ni politiques, ni sociales, ni économiques de ces régimes totalitaires, ni même au fond sur les conséquences, mais sur le fonctionnement mental, n'est-ce pas, qui était en fait le moteur de ces systèmes. Et j'en suis arrivé, j'ai vécu, il faut dire, pendant 20 ans dans des pays communistes, puisque j'étais envoyé là-bas comme professeur de français dans les universités. Donc j'ai été en Pologne, j'ai enseigné en Pologne, j'ai enseigné en Union soviétique, j'ai enseigné en Tchécoslovaquie. Et donc je connais très bien donc, les réalités de ces pays à cette époque par mon vécu personnel.
Et quand je suis évidemment, quand j'étais là-bas, j'étais extrêmement critique envers ces sociétés, mais j'ai beaucoup idéalisé la démocratie occidentale, n'est-ce pas, qui me paraissait, comme elle le paraît d'ailleurs toujours à beaucoup de gens là-bas, comme étant le modèle inégalable, n'est-ce pas, le modèle qu'il fallait copier. Et quand je suis rentré en France, j'ai pu constater qu'il n'en était rien. Et que cette fameuse démocratie, au fond, constituait à sa manière, et d'une manière beaucoup plus, évidemment, douce, beaucoup plus sournoise, beaucoup plus efficace d'ailleurs, beaucoup plus efficace, une nouvelle forme de totalitarisme, et que j'ai appelé le démocratisme totalitaire. Et qu'il s'agit d'un démocratisme totalitaire qui s'exerce par cette action sur la pensée des gens et qui se traduit, je dirais, par des réflexes pavloviens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les noms, on ne va pas se pencher sur les réalités, on ne va pas s'intéresser aux réalités qui sont évoquées par l'information que l'on reçoit. L'information, elle est, disons, elle ne fait que véhiculer des présupposés idéologiques donnés comme absolument, n'est-ce pas, absolument inattaquables, absolument comme des impératifs catégoriques, on pourrait dire, n'est-ce pas, pour reprendre le mot de... Ce sont des impératifs catégoriques qui ne peuvent pas être mis en cause, n'est-ce pas? La démocratie ne peut pas être mise en cause, la modernité ne peut pas être mise en cause, la liberté ne peut pas être mise en cause, le progrès non plus. Et cela donc est commun à tous ces systèmes totalitaires et apparaît aujourd'hui avec une force renouvelée dans nos sociétés, parce qu'on considère que nous avons vaincu, n'est-ce pas, le mal, que les anciens totalitaires, les systèmes totalitaires appartiennent au passé, et que nous vivons sous le règne de la liberté. Alors la liberté, évidemment, c'est la notion, c'est la valeur par excellence. Or, les grands romanciers russes, j'ai parlé de Leskov, mais évidemment, on ne peut pas passer sous silence Dostoïevski, qui, dans Les Démons, met en scène un personnage qui s'appelle Chigaliov, qui dit j'ai commencé, en parlant de son propre système communiste déjà, n'est-ce pas, il dit j'ai commencé par je pose la liberté illimitée, je vais donner aux hommes la liberté illimitée, et cela va conduire au despotisme absolu. Donc on arrive à ce paradoxe, n'est-ce pas, pour parler de l'inversion des valeurs, à ce paradoxe du despotisme de la liberté. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté, tout est permis, tout est possible. Et à partir de ce moment-là, ce que les gens sont en train de vivre et qui est en totale contradiction avec cette liberté. Parce que si on s'interroge sur notre vie, on s'aperçoit que nous vivons sous une censure permanente, nous vivons sous une désinformation, un système de domination, mais qui sont isolés, n'est-ce pas, et qui sont menacés. Donc tout n'est pas perdu, et je crois que c'est disons, chacun peut, et je crois que ce qui est le plus important pour résister à ces nouveaux systèmes, à ce nouveau système de domination, c'est évidemment de créer des liens, des niches, et cela par le biais des associations qui peuvent essayer d'apporter une parole toute cette provocation permanente qui est à l'œuvre à tout moment, n'est-ce pas? Voilà. C'est donc un peu cela que j'ai voulu démontrer dans mon livre. Alors il y a, comme je l'ai dit, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs thèmes. J'ai voulu, par exemple, il y a un chapitre qui porte sur on pourrait dire le mythe de la conspiration mondiale, n'est-ce pas? C'est très à la mode, le mythe des complots. N'est-ce pas? C'est un complot qui est à l'origine du 11 septembre, enfin des attentats du 11 septembre. À chaque événement, on essaie de trouver une cause secrète, n'est-ce pas? C'est-à-dire chaque événement est facilement présenté
comme étant provoqué justement par un complot, par une association secrète. Or, je pense que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et que ce ne sont pas ces complots. Il n'y a pas, je crois que c'est une erreur de s'orienter justement vers cette interprétation. Parce que ce qui est en jeu, c'est plutôt le système, c'est la structure même du système, si vous voulez, de ce nouveau système de domination qui s'appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial n'a pas besoin de complot pour exister. Le complot, il existe en fait. Mais, le complot peut-être, mais c'est pas un complot, si vous voulez. Je ne dirais pas, on peut considérer que les États-Unis, puisque maintenant ils sont d'actualité, n'est-ce pas? On peut considérer que les États-Unis sont à la tête de ce nouvel ordre mondial. Ils l'inspirent, n'est-ce pas? Ils veulent défendre leur hégémonie, etc. Mais je pense que même que les États-Unis eux-mêmes, en tant qu'État, si vous voulez, sont eux-mêmes, si vous voulez, victimes d'une certaine façon de ce nouvel ordre mondial qui s'instaure partout, qui cherche à s'instaurer partout, et qui crée un nivelage, n'est-ce pas? Qui crée un véritable nivelage, une sorte de table rase permanente, de façon, évidemment, à laisser le champ libre, au fond, à des oligarchies qui ne sont pas nationales, qui sont internationales. N'est-ce pas? Et ce sont ces oligarchies qui mènent le jeu. Alors on peut, si vous voulez, parler d'un complot à cette échelle-là, oui, si vous voulez. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que il est très facile. Je veux dire que la théorie du complot est devenue aussi un argument, n'est-ce pas, de la désinformation. Parce que quand on essaie d'analyser les phénomènes, on vous accuse d'être victime de la théorie du complot, c'est-à-dire d'imaginer des complots. Or, je crois que ça, ce n'est pas le cas, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je crois que justement, ce dont il est question est beaucoup plus permanent, beaucoup plus grave et beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que c'est dans l'esprit des gens que s'est instauré, que s'est créé, n'est-ce pas, cette représentation du monde qui considère qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Par exemple, pour parler un peu de l'actualité, puisque mon dernier chapitre s'intitule l'occidentisme, une provocation globale, puisque si vous voulez, je traverse différentes époques, je commence par les origines, n'est-ce pas, qui sont celles de ce terrorisme russe, nihilisme russe des dernières décennies du XIXe siècle et qui vont aboutir à la révolution d'octobre, comme on sait. Ensuite, je passe donc par je traverse, on peut dire, le XXe siècle pour arriver à notre époque. Et notre époque qui est sous le signe d'un nouveau système de domination, donc ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, et qui apparaît comme étant, n'ayant pas d'alternative, n'est-ce pas? La force, je crois, de cette idéologie, c'est de se présenter toujours comme étant sans alternative. Par exemple, quand on critique l'économie, n'est-ce pas, qui aboutit finalement, qui se traduit par un appauvrissement croissant de la majorité des gens et un enrichissement croissant de la minorité des décideurs, enfin je pourrais dire des oligarques de partout, eh bien on vous dit il n'y a pas d'alternative au libéralisme. Le libéralisme n'a pas d'alternative. Sinon, on retombe dans le communisme, ce qui est l'horreur absolue. Vous voyez, on essaie toujours de vous canaliser et de vous présenter la réalité comme n'ayant pas d'alternative. Ou alors donnez votre solution, n'est-ce pas? Si vous n'acceptez pas les diktats de l'Union européenne, alors sinon, on va tomber dans un gouffre, ce sera l'anarchie, ce sera n'est-ce pas? Il y a toujours aussi une espèce de catastrophisme latent qui est utilisé pour empêcher toute solution, n'est-ce pas, toute autre solution que celle qui est imposée par le système actuel, par le système régnant. Et donc c'est ce qui m'a aussi, ce que je trouve important, c'est justement cette opposition permanente entre le bien et le mal, qui est donnée une fois pour toutes, qui est donnée sous forme d'a priori. Alors on peut trouver cela, on trouve une illustration dans l'actualité la plus immédiate.
Je ne veux pas trop faire disons, trop actualiser mon propos, mais regardez ce qui se passe, par exemple, dans la guerre de Syrie. On a accablé les Russes, on les a accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, alors qu'en même temps, on défend, on présente les terroristes même, n'est-ce pas, à Alep, qui occupent les quartiers d'Est, comme des insurgés, des révolutionnaires. Ce sont des opposants à Bachar el-Assad qui, lui, est présenté comme le plus grand mal. Vous voyez, on procède toujours par une opposition entre le bien et le mal. Bachar, c'est le mal absolu. Donc il faut lutter contre lui. Et finalement, on en arrive même à aider, à financer, à armer des groupes terroristes qui ensuite font des attentats chez nous. N'est-ce pas? Le groupe Al-Nosra, pas seulement l'État islamique, qui occupe les quartiers d'Alep qui sont en guerre en ce moment, eh bien c'est un groupe qui est aussi terroriste que l'État islamique. On va vous parler des rebelles modérés qui sont présentés justement comme une possible alternance à Bachar, à Bachar el-Assad, alors que sur des vidéos, on voit qu'il décapite des enfants et qu'il les montre triomphalement. Et voilà ces rebelles modérés qui sont représentés, ils sont comme les représentants de la laïcité, n'est-ce pas, en Syrie, et ceux qui vont pouvoir apporter la démocratie. Et ce qui s'est produit en Libye se reproduit en Syrie, et tout le monde trouve ça normal. Voilà le genre, voilà les manières, vous voyez, c'est-à-dire que des choses, des faits qui sont évidents pour n'importe quel, je dirais, esprit non prévenu, ne le sont pas du tout pour la majorité de nos compatriotes, parce que dans leur tête, il y a ce que j'appelle le tiers inclus, n'est-ce pas, ce tiers inclus, qui est l'expression de l'opinion dominante. De l'opinion dominante. Et cette opinion dominante, elle engendre au fond des réactions qui sont de véritables réflexes pavloviens, n'est-ce pas? C'est pavlovien. On ne pense plus, on essaie plus, on a même perdu l'habitude de penser, n'est-ce pas? L'habitude d'analyser, l'habitude de tout esprit critique. L'esprit critique tellement vanté, parce qu'il est depuis les Lumières, les Lumières nous ont apporté l'esprit critique, la rationalité. Mais cette rationalité, elle est complètement démantelée aujourd'hui. Il n'y a plus du tout de rationalité dans les discours dominants. Et pourtant, ils se considèrent comme l'expression même de la rationalité et de l'héritage des Lumières. Alors tout cela est très évidemment préoccupant. Je viens de lire un livre d'un excellent philosophe et sinologue qui s'appelle François Julien, qui s'appelle « Il n'y a pas d'identité culturelle ». Alors c'est une démonstration, je le connais personnellement, j'ai même collaboré avec lui dans le temps, c'est un esprit, il a d'ailleurs nourri à la pensée grecque, et ensuite il est passé à la pensée chinoise, et il propose des solutions, disons, qui seraient des alternatives à cette notion d'identité, n'est-ce pas, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Eh bien, donc il fait cette démonstration, mais en même temps, on déduit, si vous voulez, de tous ces propos brillants, les conséquences possibles, c'est que, au fond, on revient toujours à la même table rase, n'est-ce pas? La même table rase de toutes les valeurs qui ont constitué le socle même de notre civilisation. Qui sont de plus en plus qui sont éliminés progressivement, comme de notre éducation, de l'école, de partout, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on fabrique des esprits on modèle des esprits comme on le faisait, on formate des esprits, pour employer un mot à la mode, comme exactement ce qui était le cas dans les systèmes totalitaires. Quand on voit les foules allemandes, n'est-ce pas, acclamer Hitler, d'un pays quand même qui a été au sommet de la civilisation, quand on passe à la philosophie allemande. C'est pour ça que j'ai terminé mon livre par une confrontation entre l'analyse de cette nouvel ordre mondial et la dialectique hegelienne. Ce n'est pas que je sois, disons, un adepte de la dialectique hegelienne, mais les grands philosophes allemands ont donné des instruments de la pensée qui sont complètement, n'est-ce pas, dont on ne tient aucun compte aujourd'hui.
Parce que par exemple, ce qu'il y a, on peut déplorer les conséquences lointaines de la dialectique hegelienne à travers le marxisme, et on pourrait dire que finalement cela aboutit aussi d'une certaine façon au communisme, à l'universalisme communiste, mais il n'empêche que la notion, n'est-ce pas, dans la dialectique hegelienne, la notion qui consiste à conserver, à dépasser tout en conservant, est fondamentale. Et cela, on n'en voit nulle trace aujourd'hui. Parce que ce que l'on propose, ce que l'on proclame, c'est toujours la nouveauté absolue. Le nouveau pour le nouveau. Et alors, on peut trouver différentes manifestations, différents symptômes de ce phénomène. Et par exemple, j'ai toujours considéré, parce que moi, en fait, à l'origine, tous mes écrits anciens portaient sur l'art, n'est-ce pas, sur l'histoire de l'art. J'ai beaucoup écrit sur les avant-gardes russes, sur le futurisme, le formalisme, le constructivisme. Je suis passé par tout ça. Et aujourd'hui, je regarde ces avant-gardes autrement que je ne les regardais quand j'ai commencé à les étudier. Parce que je vois aujourd'hui que la récupération, n'est-ce pas, de ce qui était à l'époque, effectivement, un apport considérable par rapport au passé. L'idée, par exemple, qu'on ne doit pas reproduire le passé, n'est-ce pas, que l'on doit toujours, on doit à partir, mais cela n'entraîne pas forcément une rupture avec le passé. Et heureusement, il y a des artistes, il y a des musiciens, il y a des peintres qui ont conscience d'appartenir, de créer dans le prolongement de toute l'histoire de l'art. Mais si on commence par saper les fondements de l'histoire de l'art, si on commence par saper les fondements de l'enseignement de l'art, comme on le fait, il n'y a plus de transmission du savoir. Il n'y a plus de transmission du savoir aujourd'hui. C'est quand même un scandale absolu, n'est-ce pas? Dans les écoles d'art, on n'enseigne pas la peinture, on n'enseigne pas le dessin. Il n'y a plus de métier. Et si bien que moi, qui étais pendant longtemps critique, ayant vécu 20 ans sous le régime communiste, j'étais très critique envers ce régime. Maintenant, j'en viens à valoriser des aspects que je considère extrêmement positifs de cette réalité que j'ai connue. Alors évidemment, parfois je me fais traiter de tous les noms parce que soit fasciste, soit stalinien ou tout ce que vous voulez, mais au fond, mais ce sont, pour moi, cela est de l'ordre d'une vérité que j'ai vécue. Et je voudrais dire aussi que ce qui est très important, c'est justement c'est le témoignage vécu, c'est l'expérience vécue par rapport à des commentaires, aux commentaires des journalistes, n'est-ce pas, qui souvent ne connaissent absolument rien de la réalité et qui ne font que répéter les leçons apprises. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important du décervelage, n'est-ce pas, qui est en cours. J'étais à Moscou parce que je suis toujours un peu disons, entre les deux pays. Ma femme est russe, j'ai vécu très longtemps là-bas, j'adore la Russie, je me sens aussi russe que français, et je pense que la Russie est le pays qui peut-être le seul pays à résister encore à cette espèce d'effondrement général. Mais j'ai rencontré Alexandre Latsa qui m'a parlé de ces conflits avec les envoyés spéciaux. Les envoyés spéciaux, ils ne s'intéressent pas du tout aux réalités qu'ils ont pour devoir d'informer. Ils vivent dans les grands hôtels, ils écrivent des articles qui sont déjà rédigés par leur rédaction, et si jamais ils font entendre un autre son de cloche, ils se font virer. Moi, j'ai bien connu Jacques Merlino, par exemple, l'auteur des vérités. Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. Il était envoyé spécial, justement, de la télévision française en Yougoslavie au moment de la guerre. Et là, il constate que tout ce qu'il voit, tout ce dont il doit rendre compte, est en totale contradiction avec tout ce qu'on lui a appris, tout ce qu'on racontent les médias. Alors il est très étonné et il rencontre le directeur d'une agence de communication américaine et il lui dit « Mais écoutez, je suis désolé, mais ce que vous dites est faux. On parle de viol de femmes, de camps de concentration. On a montré des corps de personnes qui étaient des personnes malades, n'est-ce pas? Parce que le raffinement dans la désinformation va très loin. Qu'on voit agripper à des barbelés. Et voilà, ce sont les Serbes qui massacrent ces gens dans ces camps de concentration qui n'existaient pas.
Et alors l'autre lui dit, mais écoutez, vous êtes naïf. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout la réalité de l'information. Moi, je fabrique l'information. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'on va croire. Moi, j'ai le devoir de faire croire que ce sont les Serbes qui sont les criminels et les Bosniaques qui sont les victimes. Et voilà, j'y arrive, c'est un résultat, voilà l'esprit même, n'est-ce pas, de ce pragmatisme absolu, et de ce cynisme, je dirais, absolu, qui n'accorde aucune importance à la vérité de l'information. Ça n'empêche pas qu'il y ait des journalistes qui se font tuer, n'est-ce pas, dans les points chauds, bien sûr, pour l'information, ils se font tuer. Mais en même temps, cette information qui nous arrive, elle ne correspond absolument pas aux réalités, enfin, sur le terrain, à ce que vivent les gens. Si bien qu'on voulait accuser Vladimir Poutine de crimes de guerre, de crimes contre de faire comme avec Milosevic, le traduire devant un tribunal international. Tout cela a été évoqué à propos d'Alep. Depuis 16 jours, les bombardements russes ont cessé. À Mossoul, la coalition massacre abondamment les gens. Les terroristes fusillent, décapitent à tout va. Et ce sont eux que l'on présente comme les représentants de la démocratie, de la liberté, du progrès, des droits de l'homme, et qui sont considérés comme les relèves, comme étant les seuls possibles pour remplacer cet affreux Bachar el-Assad qui quand même tient encore depuis 5 ans, n'est-ce pas, avec une armée qui quand même qui se défend. S'il était aussi odieux que cela, on peut supposer qu'il aurait disparu depuis longtemps. Mais on ne regarde pas, on ne considère pas les réalités. On ne voit pas le fait que la plupart des Syriens qui sont protégés, ils se trouvent dans la Syrie utile, parce qu'ils ont échappé aux terroristes. Et l'Occident soutient les terroristes, comme étant eux, ce sont eux qui sont les presque. Alors évidemment, on en tient un double discours, n'est-ce pas? On est contre l'État islamique, mais en même temps, en sous-main, on va le soutenir ou soutenir des groupes terroristes qui ne valent pas mieux. Donc on est constamment dans cette ambiguïté, dans ce que je considère comme étant justement relevant constamment d'une provocation permanente. Donc depuis, pour un peu résumer, depuis la naissance de ce nihilisme, n'est-ce pas, en Russie, qui a détruit les assises d'un régime quand même, n'est-ce pas, qui tenait depuis des siècles, et qui devait apporter le progrès, la liberté, l'égalité. Au fond, ce sont les mots mêmes de la Révolution française, n'est-ce pas? Égalité, fraternité, liberté. Où est l'égalité? J'aimerais bien qu'on me le dise. Où est la fraternité? J'aimerais bien qu'on me le dise. Quant à la liberté, elle sert on pourrait dire, de prétexte, n'est-ce pas, d'avaloir pour, en fait, le contraire de ce qu'elle est, c'est-à-dire, comme déjà le dit Dostoïevski l'avait déjà très très bien démontré dans ses démons, le despotisme absolu. C'est-à-dire qu'on se trouve de plus en plus, on est acheminé vers un système qui, sous des valeurs, n'est-ce pas, qui sont uniquement des présupposés idéologiques, réalise, eh bien, au fond, une nouvelle forme d'esclavage. C'est tout simplement une forme d'esclavage. Esclavage social, discrimination. On se réfère, on défend les minorités, mais on ne cesse de discriminer, n'est-ce pas? Discrimination ethnique. C'est très simple à démontrer. Dans la guerre d'Irak, un Irakien, enfin un Américain valait, je ne sais pas moi, 10 000 Américains. La guerre propre. La guerre propre, elle est pour les Occidentaux, mais elle n'est pas pour ceux qui sont agressés, etc. Donc on a une discrimination qui est déjà ethnique, on a une discrimination culturelle, on a une discrimination sociale avec les plans sociaux qui constamment demandent aux travailleurs de faire des efforts alors que les PDG partent avec des stock options. Et tout ça est considéré comme normal, parce que c'est le fonctionnement de notre société et que on nous dit qu'il n'y a pas d'autre alternative. Alors s'il n'y a pas d'autre alternative, il faut s'écraser, accepter et voilà, admettre que les jeux déjà sont faits
et que de toute façon, on ne va pas revenir en arrière, on ne veut pas revenir ni vers le communisme, ni vers le nazisme, et en fait, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans ce livre, et en fait, si on analyse vraiment le système de domination actuel, n'est-ce pas, dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, en tout cas ce système que l'Occident veut imposer au monde, et heureusement, il a du mal à y parvenir, parce qu'il y a des résistances partout, et des résistances des peuples, n'est-ce pas? Et ce qui compte, c'est la résistance des peuples, et que les peuples prennent conscience de l'oppression, de cet esclavage croissant, et se révoltent contre cet esclavage. Et je crois qu'il y a de l'espoir aujourd'hui, parce que de plus en plus partout, ce qu'on appelle, ça aussi dans le discours régnant, vous voyez l'hypocrisie du discours. Quel est le mot, un des mots les plus utilisés aujourd'hui, et les plus détestés, je dirais, n'est-ce pas, les plus péjoratifs, c'est le mot populisme. Le populisme est rejeté, le référendum, mais surtout pas, il ne faut pas que les peuples fassent entendre leur voix. On fait un référendum contre l'Union européenne en 2005, on n'en tient pas compte. La Hollande, à une grande majorité, vote un référendum contre l'accord de coopération avec l'Ukraine. Évidemment, le Parlement, le gouvernement considère... Donc on considère nous-mêmes, nous qui constituons le peuple, on nous considère vraiment comme des imbéciles, des nullités qui n'ont pas droit à la parole. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est couvert sous le mot de populisme, dans le langage de nos experts, de nos journalistes, qui sont tous gagés, qui sont tous payés, qui sont tous... ils jouent leur rôle, n'est-ce pas? On ne peut pas les accuser, on ne peut pas les critiquer, c'est normal. Ce sont des marionnettes qui jouent leur rôle. Mais comme ils ont seuls ils ont voix au chapitre, dès qu'on fait entendre une voix dissonante, eh bien, elle est aussitôt mise en doute. Elle est aussitôt, n'est-ce pas, elle est sujette à soupçon. On parlait là tout à l'heure de Radio Courtoisie. Hein? Radio Courtoisie est peut-être la seule radio aujourd'hui où on peut parler librement. C'est indépendamment même, si vous voulez, des courants politiques que représente Radio Courtoisie. Moi, depuis des années, je parle à Radio Courtoisie, avec Vladimir Dimitrievitch, l'éditeur de l'Âge de l'Homme, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Alors, moi j'ai beaucoup d'amis, évidemment, des cercles divers qui me disent « Mais comment peux-tu parler à Radio Courtoisie ?» Mais c'est la seule radio où je peux m'exprimer, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Oui, frère Thierry. Dites-moi, hein, parce que moi, oui, d'accord. Donc vous voyez, voilà un peu, si vous voulez, le tableau que j'ai essayé de dresser dans ce livre, qui est un essai, donc un peu zigzagant. J'aborde évidemment la question juive, parce que ça c'est une question à laquelle on ne peut pas... Et c'est à partir d'un faux dont je me suis occupé, qui avait été publié en Russie dans les années 80, du faux interrogatoire de Rakovski à la Loubianka, dans lequel Rakovski fait état d'une alliance entre les deux systèmes qui sont le Fintern, c'est-à-dire l'internationale financière, et le Comintern, l'international communiste. Alors, c'est évidemment un faux qui est très inspiré par c'est une sorte de ressucer des protocoles de Sage de Sion. Ça c'est indéniable. Mais je me suis intéressé à la fabrication même de ce faux, si vous voulez, et aux arguments même de ce faux. Et en même temps, cela m'a mené à des déductions qui concernent justement cette alliance des extrêmes. C'est aussi un des thèmes que j'ai abordé dans ce livre, parce que par exemple, pour revenir à l'effondrement du tsarisme, un moment crucial a été l'assassinat d'Alexandre II, n'est-ce pas, le tsar réformateur, qui a été victime de ces réformes, parce que justement on ne voulait pas de ces réformes, et donc il s'est produit une alliance objective, on peut dire, entre les extrêmes, c'est-à-dire les éléments conservateurs de la cour qui voulaient mettre un terme à ces réformes, et ce n'est pas un hasard si Alexandre II a été assassiné le jour où il devait signer le décret de Loris Melichov transformant la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle, ou presque. Disons, créer la Douma, déjà.
Et il a été assassiné parce que la police connaissait très très bien les agissements des terroristes et elle a laissé faire. Donc on assiste constamment à des alliances, vous voyez, entre les extrêmes. Alors je me suis, frère Thierry a parlé d'Azef, n'est-ce pas, qui était l'emblème même de cette provocation, puisqu'il était à la fois l'agent, un agent de l'Okhrana et il était le chef de la section terroriste du Parti socialiste révolutionnaire qui a organisé une énorme quantité d'attentats. Il a par 2 fois essayé même de tuer le tsar. Il a assassiné son ministre, von Plehve, n'est-ce pas? Il a organisé l'attentat pour tuer son propre ministre. Alors on était quand même abasourdi devant un phénomène pareil. Et alors je l'ai cité, je l'ai analysé, je me suis servi des mémoires de Bourtsev et du livre de Nikolaïevski aussi, Histoire d'un traître, mais pour répondre à frère Thierry qui me dit, mais au fond c'est anecdotique, je dis oui, mais ce qui m'a intéressé dans le personnage d'Azef, c'est que pour moi je l'ai pris comme un paradigme de la provocation en général, comme signe de la modernité jusqu'à nos jours. On pourrait dire que Azef avait un précurseur, Voltaire, Ouais. qui écrivait sous des pseudonymes et après criait horreur, j'ai jamais écrit cela. Mais ça c'est un procédé. C'est un procédé, qui est classique au XVIIIe siècle, avec entre autres, du moins pour ceux qui possèdent bien le français, et après il y aura des questions, l'ambivalence entre l'irréel présent et l'optatif, qui est utilisé beaucoup dans entre autres dans l'encyclopédie, par Montesquieu, et c'était un moyen d'éviter la censure. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a une entreprise systématique, radicale, d'inversion des valeurs, pour aboutir à Foucault, Deleuze, Derrida, et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors je pense qu'il y a plein de questions avant que vous veniez éventuellement acquérir le livre. Il n'y en a plus beaucoup. Oui. Vous avez des questions? En fait, juste, je ne sais pas, c'est pas question peut-être, c'est par rapport de la révolution. Vous avez dit que c'est nihilisme qui a dirigé vers la révolution. En fait, il y a beaucoup de questions au gouvernement. Donc, Lénine, il a dit que la révolution est approchée par le gouvernement, pas par les terroristes ou Azef par exemple, ou n'importe qui. Le gouvernement, c'est la politique de gouvernement qui pousse les gens vers la révolution. Et vous avez dit que c'était bouleversé l'ordre qui a existé depuis des siècles. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, les gens, ils sont été traités comme les bétails. C'est des bétails. Vous savez très bien, ils sont été vendus comme les chiens. Donc c'était comme ça. Donc c'est la situation. C'est pas disons, les communistes, les méchants communistes, même, comme les Azef. Azef, d'ailleurs, il était créé par l'État. Oui, c'est pas comment ça s'appelle? L'Okhrana. Akhrana, oui. C'est comme Frankenstein. Oui. C'est Frankenstein. Donc, c'est-à-dire, la question, elle est plus profonde. Donc, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai énormément résumé et aplati un peu les choses, parce que ce que j'ai voulu dire à propos du nihilisme, c'est qu'il a agi, il avait ses raisons, évidemment. D'ailleurs, le roman que je viens de traduire et qui va paraître bientôt, ça s'appelle Nanajar de Leskov, montre très bien cela. Et il montre, entre autres, et c'est très étonnant, j'ai trouvé une concordance étonnante avec la situation actuelle, parce qu'il oppose les vrais nihilistes, c'est-à-dire ceux qui sont mus par vraiment, on pourrait dire, un idéal, n'est-ce pas, de changement, de justice, n'est-ce pas, et qui se battent contre contre le régime existant. Et puis ce qu'il appelle l'ordre, oui, ce qu'il appelle les négilismes, les négilistes qui eux vont utiliser le nihilisme dans leur propre intérêt, vous voyez, ils sont des, on pourrait dire des arrivistes, des gens qui profitent
de la Révolution, et c'est tout à fait étonnant que cela s'est produit chez nous au moment, par exemple, au moment de mai 68. N'est-ce pas? Si on voit ce que sont devenus les agitateurs de mai 68, qui au fond étaient des nihilistes, et ceux qui sont devenus, voilà, des profiteurs. Donc il y a des concordances. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien entendu, je ne veux pas faire d'assimilation entre les nihilistes de cette époque-là et les bolcheviks. Parce que les bolcheviks, au contraire, ils étaient des jacobins. Ils ont instauré un ordre étatique très puissant, très fort, et ils ont arrêté aussi, ils ont, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle ils ont très rapidement reconstitué l'Empire. Pas seulement, si vous voulez, l'Empire c'est autre chose. L'Empire, donc ils ont transformé l'État de Moyen-Âge, c'était le Moyen-Âge, c'est la Russie avant la Révolution d'Octobre, excusez-moi, c'est n'importe quoi, c'est le Moyen-Âge, c'est la petite Vortiak, hein? Donc, écoutez, il ne faut pas exagérer. Si, Bon, attendez, il faut lire Tolstoï, mais oui, Dostoïevski. Attendez un instant. Écoutez, vous savez très bien que la Russie était en train de s'industrialiser. Ah, je peux vous expliquer si vous me donnez. Mais oui, et que les réformes et le développement de la Russie a été stoppé avec l'assassinat du Premier ministre Tolpin, et que, je vais pas terminer, et qu'on pourrait voir les complicités anglo-saxonnes qui avaient peur que la Russie aille vers la mer chaude et du développement industriel de la Russie. Voilà ce que j'ai à dire. 2 tiers de l'économie russe étaient appartenus aux étrangers. En fait, cette croissance économique qui existait, c'est pas pour la Russie. C'est Nobel, c'est Rothschild, etc. C'était comme ça. Surtout chemin de fer. Donc, par exemple, acier à la Russie, on était forgé l'acier moins qu'en Belgique, par exemple. Donc, bien sûr, c'était croissance, mais les temples, ils étaient moins considérables qu'en Occident. Croissance, c'était, en tout cas, c'était toujours, c'est pas la même vitesse qu'Occident. La Russie aurait progressé économiquement, serait plus riche. Elle est progressée, mais pas comme Occident. Occident, cette croissance était incroyable. L'Allemagne était métal, en Allemagne, c'était 8 fois plus qu'en Russie. Si, 8 fois. C'est incroyable. Oui, c'est comme ça. Vous avez commencé combien de temps avant? Les États-Unis, c'est encore pire. Donc, voilà. Est-ce que vous connaissez la thèse de Simonski? Tout le monde ne parle pas en même temps, c'est enregistré. Continuer ce que dit monsieur, et j'avais la question. Parce que Dites. moi, ce qui m'interroge dans ce que vous avez dit, c'est comment expliquer l'émergence du nihilisme en Russie et comment expliquer maintenant le retournement. Alors, je reviens au point de départ, ce que je vous disais. Simonski, la thèse de Simonski, c'est de dire la Russie était le dernier rempart, avec l'Autriche-Hongrie, de la chrétienté. Et donc, il fallait que tous les courants occultes qui travaillent au démolissement de l'Occident chrétien arrêtent, fassent tomber cette forteresse, qui était l'ultime forteresse. Et là, on comprend, on a une thèse qui est logique. Autrement, on ne comprend pas comment, dans ce pays tsariste, féodal, mais avec des traditions fortes, la preuve, on le voit maintenant, ça ressort, ça réapparaît. Et on ne comprend pas. Et donc, comment expliquer cette émergence? Et il me semble qu'on ne peut l'expliquer que par une théorie du complot, attention, une théorie du complot intelligente. C'est-à-dire, on comprend la gnose qui travaille depuis longtemps. Je ne vais pas parler de la gnose, mais la gnose travaille l'Occident depuis le XIIe siècle, le XIe siècle. Elle s'infiltre partout. La Russie était le dernier rempart. Et aujourd'hui, ce rempart réapparaît. Alors, je vais vous dire une chose à propos du nihilisme, de l'origine du nihilisme. Vous avez raison. Sur un plan, je dirais, global. Mais sur un plan interne, l'apparition du nihiliste, du personnage, n'est-ce pas, moi je l'ai interprété de la façon suivante. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut considérer que, un peu comme d'ailleurs cela s'est passé en France avec Louis XIV, Pierre le Grand a sapé les assises de l'État traditionnel de pouvoir divin.
Il s'est substitué à Dieu. Il a créé le Saint-Synode. C'est presque protestant. Oui. Et voilà, c'est ça. Il crée le Saint-Synode. Et tout émane de son pouvoir. Bon. Il crée la table des rangs. Avec cette ambition, au fond, c'est une méritocratie, n'est-ce pas, qui va se succéder à la noblesse traditionnelle, la noblesse du sang. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Alors c'est ça les paradoxes de l'histoire russe. Justement, ce que vous dites, c'est que la Russie à ce moment-là, disons sous le règne de Nicolas Ier, est la protectrice, pas seulement des Slaves dans les Balkans, etc., mais des chrétiens. Oui. Mais en même temps, donc Nicolas Ier ne voulait rien changer, il voulait congeler, comme on dit, l'État dans l'état tsariste tel qu'il était. Mais il a ouvert les universités. C'est quand même frappant que ce régime le plus conservateur, le plus réactionnaire, le plus despotique qu'on puisse imaginer, connaît l'essor culturel le plus extraordinaire. Hein, Pouchkine, bien sûr, mais pas seulement. Pas seulement, toute la grande littérature russe née à cette époque, et pas seulement, les arts, tout, enfin, la culture est florissante, sous un régime qui normalement, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, n'est-ce pas, aurait dû l'étouffer. Mais pas du tout. Et alors pourquoi? Parce que, dans le prolongement, justement, de cette révolution au sommet qui a été réalisée par Pierre le Grand, l'ouverture de l'université à la plèbe, au clerc, enfin au roturier, excusez-moi, va créer une nouvelle classe. C'est-à-dire que ceux qui ont accès au savoir, et le savoir c'est le pouvoir aussi, n'est-ce pas? Mais eux ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont le savoir, ils n'ont pas le pouvoir. Et donc ils vont revendiquer leur place. Ils ne l'ont pas, parce que les places sont occupées par les nobles, n'est-ce pas? Forcément. Donc ils n'ont pas ce pouvoir. Et donc ils vont se rebeller contre une société qui ne les met pas à leur place, à la place qui leur est due. Et c'est ce qu'on appelle les hommes de trop. Il y avait le livre de Tourgueniev, les hommes de trop, les hommes en trop, ils sont en trop dans la société. L'homme en trop, il ne va pas se contenter d'être en trop, il va vouloir changer la société. Donc il devient un nihiliste. Il nie les valeurs de cette société, à laquelle il n'a pas part, qui ne lui donne pas sa place. Et donc va se créer ce milieu révolutionnaire qui va peu à peu, après le nihiliste va passer à l'action et il va devenir un terroriste. Et donc c'est ce que j'ai décrit dans mon livre et ce qui est décrit également beaucoup mieux par Nicolas Leskov dans le roman que j'ai traduit. Mais si vous continuez, c'est là où c'est les grands paradoxes de l'histoire, c'est que ce terroriste, avec l'avènement de la révolution d'octobre, il devient policier, c'est la tchéka. Le tchéquiste, c'est le révolutionnaire policier. C'est le policier qui est à la fois policier et révolutionnaire. Donc c'est à nouveau, on parlait d'Azef, c'est le même phénomène de dualité, n'est-ce pas, absolue. Mais ce phénomène-là, comme on peut le trouver bien avant, au temps de la Sainte Alliance. Oui. Le tsar libère Paris, d'ailleurs permet à la France d'exister à nouveau en tant qu'État, parce que les anglo-saxons ne voulaient pas, voulaient une occupation après la chute de Napoléon. Mais les loges maçonniques ont essaimé dans l'armée russe. Bien sûr. D'où les décembrices. Et ce qui peut être intéressant, mais ce serait le sujet d'une autre conférence, de voir les passages de certains slavophiles au Coran occidentaliste. Là aussi, c'est intéressant. Il y avait l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Kirillevski venait de... Il y a eu des mouvements... Une question, on connaît Dostoïevski, il est possédé 1870, et vous avez parlé d'un autre livre, et j'ai mal entendu, qui parlait aussi du nihilisme en 1870. Alors, c'est un livre... Alors, voilà. Alors, c'est un livre, c'est un roman de Nicolas Leskov, qu'on connaît surtout pour ses nouvelles, ses scases magnifiques, etc., mais qui a écrit deux grands romans anti-nihilistes. Le premier qui s'appelait Sans issue, hein, et le deuxième À couteau tiré, Nanajar. Alors, vous reviendrez pour le présenter. Alors, voilà. Avec l'ancien, enfin, l'éditeur de l'âge d'homme, Vladimir Dimitrievitch, qui hélas a disparu, et ma maison est hélas presque avec lui,
nous avions une passion commune pour ce roman, qui était, mais alors, rejeté par tous, et entre autres par son auteur. Parce qu'il était tellement... il a tellement été attaqué de partout, à la fois par les milieux officiels, parce que ce roman a été publié en feuilleton dans le Messager de Katkov, qui était le grand publiciste conservateur, et qui était l'éditeur de Dostoïevski. Et donc en 1860, il a été publié en 1871, à peu près en même temps que les démons de Dostoïevski, exactement contemporain. Et il y avait donc, mais l'approche n'est pas la même. L'approche n'est pas la même. C'est-à-dire l'approche de Dostoïevski, comme vous savez, elle est métaphysique, elle est religieuse, elle est voilà. Alors que Leskov, lui, était un observateur extrêmement attentif, extrêmement minutieux des réalités sociales. Presque comme Balzac, très juste. Et donc c'est un roman qui apporte une autre vision du nihilisme, n'est-ce pas? Comment? Vous le donnerez quand? Ah ben le 9 février, il sera dans les librairies. Je viens de terminer les corrections. C'est un roman qui fait 975 pages. Oh, mais vous reviendrez à ce moment-là. Ouais. Ah, j'ai une passion pour ce roman. Bon, le résultat, il ne m'incombe pas d'en juger. Je l'ai préfacé et je vous dirai, pour revenir un peu à notre propos, pour moi c'est un roman prophétique en quelque sorte. Et c'est très curieux parce qu'il raconte toutes sortes d'histoires épouvantables dans ce roman, une intrigue policière, n'est-ce pas, avec ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'un oligarque d'aujourd'hui, un maréchal de la noblesse complètement dépravé, etc., et frivole, et puis des intrigants autour qui veulent s'emparer de sa fortune, et une femme, une vampe, une courtisane, enfin, qui l'épouse et qui veut l'assassiner pour s'emparer de sa fortune, etc., etc. Tout ça est très banal, mais les personnages sont extraordinaires. La peinture, la galerie de personnages dans ce roman, des personnages de nihilistes, des personnages justement des négilistes. Il y a un certain Gordanov, il y a la femme, là, une femme fascinante, n'est-ce pas, qui s'appelle Bodrostina Glafira, ces gens sont complexes en même temps, ces personnages. Ils ne sont pas, on ne peut pas dire qu'ils sont, vous voyez, ils ne sont pas des machines, ils ont une psychologie. Ce qui est frappant dans les démons, c'est la complicité des milieux mondains. Pareil. Avec les terroristes. Oui, avec les terroristes. Ça, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est pareil. Oui, aussi. Parce qu'ils sont noyautés. Parce que les milieux mondains, les théories sont presque à la mode, en quelque sorte. C'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça. L'intelligentsia, au moment de la révolution bolchevique, était très proche, au moins des socialistes révolutionnaires. Ah oui. Et une grande partie de ce qu'on appelle l'immigration blanche, en fait, ce sont des révolutionnaires. Au moins plus de la moitié. Comment? Révolutionnaire Anti-tsariste, pas anti-intégraliste. Oui, mais ce sont des révolutionnaires. Des révolutionnaires, oui. Bon. Oui, oui. Et la plupart de ces gens-là, Bourgeoisie. d'ailleurs, on peut penser par exemple à la pseudo-sainte Marie de Paris, enfin, qui a été canonisée par l'église de Constantinople. Comme ça. Oui. Comme ça. Ah ben oui. Qui était à la fois, mais c'est toute une histoire, petite noblesse, Oui. ami de Bock, ami du Petite bourgeoise. oui, ami du despote, président du Saint-Synode russe. Pas bien dans un sens. Oui. Et après, elle se marie, elle abandonne son mari, devient révolutionnaire, a failli être fusillée par les Blancs. Et c'est le président du tribunal qui l'épouse. Tous les deux viennent par la Yougoslavie en France. Et un se convertit, devient jésuite de rite oriental, et elle devient pseudo-religieuse chez Monseigneur Elov. Mais c'était une révolutionnaire. J'ai connu à Odessa. Excusez-moi de parler comme ça. J'ai connu à Odessa Mais Nicolas d'ailleurs, sachez Potaras, que qui était dans le beaucoup même groupe d'orthodoxes de résistance refusent la qu'elle. canonisation. Ouais. J'ai connu à Odessa, parce que j'étais dans les années 70, j'étais à Odessa, et j'ai rencontré évidemment des émigrés russes, des Russes qui étaient en France et qui ont été rapatriés. Et l'un d'entre eux, Nicolas Potaras, qui avait été secrétaire de l'Église orthodoxe en France, et qui avait été secrétaire de Berdyaev, m'a beaucoup parlé de Maria Sklopska, parce qu'ils étaient dans le même groupe de résistance. Elle a été, vous savez, elle a été arrêtée. Elle a pu être admirable. Elle a remplacé
à Auschwitz une autre détenue. Non, elle a une scène admirable. Oui, une sainte, oui. Ça, Enfin bon, en tout Bon. cas, elle a eu un comportement oui, admirable. admirable. C'est à l'âge d'homme, monsieur, votre livre à l'âge d'homme Non, c'est au non. Sirte. Vous l'avez ici. C'est Il y en a éditions- 3. L'édition des Sirtes. Le prochain, parle de ce sera l'Escoff. l'âge d'homme ou Sirte? Non, aussi. Ah, l'Escoff, c'était au Sirte aussi. Ah oui. Maintenant, je collabore avec les éditions des Sirtes parce que malheureusement, les éditions de l'âge d'homme On sont. connaît toujours les collaborateurs de quelqu'un. Oui, c'est ça. Ils sont un peu en extinction depuis la mort de Dimitrievitch. Et je vous signale que je prépare au Sirte donc la publication de ce roman et aussi la publication de mes entretiens avec Vladimir Dimitrievitch, qui a été l'éditeur de l'âge d'homme, avec qui j'ai travaillé pendant 40 ans, parce qu'on s'est connus en 1972 et on ne s'est jamais quitté. J'étais co-directeur de la collection des classiques slaves à l'âge d'homme et toutes mes publications, évidemment, tous mes livres ont été publiés à l'âge d'homme. Et il a laissé un catalogue formidable qu'on connaît et il avait des positions qui lui aussi lui ont valu beaucoup d'ennuis. Et beaucoup d'être boycotté à cause de la Yougoslavie, etc. Pas uniquement. Ouais. Alors, encore une question? Simplement, j'ai Oui. une amie, déjà, elle est étonnante par son histoire, parce qu'elle est l'arrière-petite fille de Louis II de Bavière, Oui. qui a un fils, et elle est aussi la fille de Tartakovsky, qui était numéro 2 du Parti communiste français, Thorez avec la carte noire, Ah oui. elle est le carte numéro 2. Et comme elle est issue du famille de grands résistants, Malraux l'avait envoyée à 18 ans en Pologne pour la révolution étudiante, où il y avait beaucoup de gens qui étaient en Pologne, par rapport notamment à la guerre de Pologne. Et elle a forgé une réflexion intéressante. Elle parle de soft fascisme. Oui, oui. Ce dont vous parlez, c'est-à-dire Oui. l'esprit devient l'ennemi. Oui, Et c'est on ça. s'aperçoit très vite que l'ignorance est un apprentissage. L'ignorance n'est pas naturelle. D'ailleurs, on le voit dans la nature. On peut dire que c'est cruel, mange une gazelle, mais on ne peut pas dire que ce ne soit pas esthétique. Esthétique au sentir. Et aujourd'hui, on en arrive, et ça, je le vois par rapport à Oui, oui, l'art. c'est ça. Je veux dire la lumière dans l'homme, l'art en réalité. Hein. Il y a des gens qui ne savent plus sentir, ils ne voient plus rien. Oui, oui, oui. On ne voit plus rien. On a la tête dans le guidon, il n'y a plus du tout C'est le ça. pouvoir de la mort, on travaille pour faire de l'argent, on a une maladie. Oui, oui, oui. Et elle appelle, c'est elle qui appelle ça. C'est juste, Elle c'est appelle ça- juste. Elle a connu tous les- elle appelle ça le soft fascisme. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, on voit ça avec la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie, par rapport à l'esprit, la République aussi a un problème par rapport à l'art. Par exemple, l'art, c'est une valeur de voix. Et c'est toujours dans l'esprit aussi de la République que l'art est une affaire de voix. Elle veut évidemment de l'animation culturelle, il en faut. Mais de l'art, c'est autre chose. Et on voit sa frilosité par rapport à ça. Et donc on arrive très vite à la sous-culture, à la sous-réalité. On fait exister des choses qui ne sont pas réelles. Hein, Exactement. Et on développe une... Alors évidemment, elle a un problème avec le terme est libre. Un mot qui se balade, le terme est libre, mais pas l'emplacement. Oui, oui, Et oui. donc tout va consister à faire valoir l'emplacement au détriment du terme. C'est ça, parce que eux, ils maîtrisent le commerce, ils maîtrisent la circulation des marchandises. C'est ça. D'ailleurs, l'art est devenu un objet commercial comme les autres. Mais exactement. Il y avait une singularité française qui, je crois, est tombée sous Jospin, qui consistait à ce qu'une œuvre d'art, quand elle rentrait dans un musée français, dans n'importe quel musée de province, on ne pouvait plus en sortir. C'est un art spéculatif. Et ça, justement, ça protégeait la France de la sous-culture, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, par exemple, il y a des endroits aux Beaux-Arts de Paris qui ont été rasés, parce qu'à un moment donné, sous Langue, il y a eu un nouveau directeur, et il a considéré que c'était la sous-culture, c'était réactionnaire, de garder ces meubles, il fallait faire des choses sans esthétique, il fallait enlever les boiseries et tout ça, et du coup, on a rasé l'amphithéâtre, qui était très important de l'histoire. Donc, c'est vraiment toujours pour... Il faut être moderne. Alors maintenant, aujourd'hui, et je crois qu'il n'y a plus cette singularité française, maintenant, un nouveau conservateur de musée de province peut dire « Oh, il faut dépoussiérer tout ça, on n'a qu'à vendre tout ça, et on n'a qu'à acheter avec des nouvelles pièces nouvelles. » C'est comme... Et je connais aussi un garçon qui a été pendant 35 ans directeur des estampes au Louvre, et je peux vous dire qu'à Abu Dhabi, évidemment, on vend des œuvres d'art. On ne fait pas que les louer. Bien sûr. Donc, cette entreprise, vraiment, la sous-culture, c'est un peu comme l'argent. L'argent, en argot, on appelle ça la vaisselle de poche. La fonction de l'argent, c'est comme une soucoupe. Elle est là pour circuler. Oui. On met la tête du roi, la tête du roi circule, et c'est comme ça qu'il s'est fait attraper, parce qu'on a reconnu sa tête. L'argent, c'est pour faire ça. La crise, c'est pas quand il n'y a pas d'argent, c'est que l'argent ne circule plus.
Et le problème, c'est qu'on met l'argent sur la tête. Et C'est devient le maître important. Et regardez la primauté de l'art conceptuel aujourd'hui. Tout à fait. Et on en a un exemple dans les deux expositions d'art russe qui viennent dont on parle aujourd'hui. La Collection ne présente presque que des œuvres d'art conceptuel comme s'il n'y avait eu que cela. Et c'est un choix de Beaubourg. Bien sûr. Parce que c'est le seul art qui est le non-art est donné, qui est donné comme il n'y a pas, là à nouveau il ne peut pas y avoir d'alternative. Moi j'ai été aux Beaux-Arts à Cergy et je peux vous dire que c'était une sorte de parafascisme. Mais parce oui. que tout d'un coup il ne fallait plus aimer la peinture, exactement. Il n'y a plus on retrouve la situation de la Révolution parce que à la Révolution française, qui sauve les connaissances, le savoir, c'est David. Oui. Et s'il n'y a pas David, et c'est là où on a une régression par rapport aux anciennes révolutions, aux anciens systèmes. Parce que moi j'ai bien connu l'époque soviétique. On peut lui trouver toutes sortes de défauts. Mais la richesse culturelle qu'il y avait, la qualité qu'il y avait, parce qu'on avait le sens du métier. Et écoutez, regardez, j'étais récemment à Moscou, à la collection de la galerie Tretiakov. De mon temps, le réalisme socialiste c'était l'abomination de l'abomination. C'était le contraire de tout ce qu'on pouvait, de toute la peinture, de tout l'art. Eh bien, aujourd'hui, on expose, il y a les œuvres d'avant-garde, n'est-ce pas? Il y a Tatkin, Malevich et tous les autres, Larionov. Et à la fin, il y a les peintres dits réalistes socialistes. Eh bien, ils ont leur place. Parce que c'était des peintres. Parce qu'ils savaient peindre, et parce que leurs œuvres sont de véritables œuvres au sens propre. Et ce sont des œuvres d'art. Et que l'on voit, moi, par exemple, Labasse, Pimenov, Deinek, etc. Mais ce sont de très grands peintres. Et qui ont ils ont eu des prix, ils ont décoré le métro de Moscou, etc. Sous l'égide du bolchevisme, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a fait dans les années 90? On a tout sapé. La recherche, les instituts de recherche, tout a été détruit. On a vandalisé tout l'héritage. Alors, le régime bolchevique avait ses torts, on sait, mais il avait construit beaucoup et tout ça a été laminé. Et c'est pour ça que les Russes ont compris ce que signifiait la démocratie. Et ils l'ont compris beaucoup. Voilà. Vous vient de dire, vous-même, vous avez réestimé le communisme. Oui, oui. Bah voilà. Oui, non, mais pas par hasard. Faut pas quand même tomber dans l'autre. Il a des défauts, parce que le mal a plusieurs façons. C'est relatif. C'est relatif, si vous voulez. Mais c'est vrai que, par exemple, moi je suis membre d'un jury du prix, on donne chaque année, on va le donner encore cette année, le prix Russophonie, à une traduction d'une œuvre littéraire russe en français. Eh bien, ça c'est aussi, chaque fois je fais les mêmes constatations, quand il y a des œuvres qui datent de l'époque soviétique, qui parfois ont été censurées, qui n'ont même pas été parfois publiées, vous voyez, mais qui datent de cette époque, qui ont le sceau de cette qualité littéraire qui était commune à tous au fond, n'est-ce pas? C'était une qualité, il y avait une qualité de l'écriture, du métier littéraire. Et bien quand on compare avec les œuvres que l'on publie aujourd'hui, on a d'une part c'est la littérature et le reste c'est n'importe quoi. Oui, oui. Voilà. Et donc, malheureusement, mais parfois je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des œuvres intéressantes qui se publient, il ne faut pas généraliser, mais dans l'ensemble, il y a une régression. Enfin, vous êtes russe, vous pouvez le constater. Il y a une régression. Dans l'art, il y a une régression dans la littérature. Là, le seul domaine qui, dans ces périodes de changement, est un peu préservé, c'est la musique. Oui. La musique, de par son langage, vous comprenez? Mais si vous voulez, la musique comme technique, mais pas musique comme les compositeurs. Oui, oui. Comme les musiciens. Mais oui. C'est pas seulement la musique. Musique, c'est... Mais enfin, il y a quand même une régression. Oui, oui. Mais organisé. Oui, financé. Oui. C'est bien organisé côté musique, c'est professeur de piano. Ah, ben voilà. Dernière attaque de l'environnement. En sûreté, on a plus besoin de l'environnement. Parce qu'on peut créer l'environnement en passant par la voie spirituelle ou par les arts. Parce qu'en tête à tête, on transmet de cœur en cœur, de l'environnement à l'environnement. La mairie de Paris, depuis 6 mois, est en train de voter les lois qui nous interdisent des cours individuels de musique en France. Voilà. Maintenant, il faut avoir 5-6 élèves pour 30 minutes.
et c'est fini. Et c'est fini, sous prétexte absolument moche. Comme quoi qu'un tête-à-tête entre professeurs de musique et son élève, parfois les rapports intimes peuvent devenir sales. Il y a eu donc la manifestation des professeurs de musique à la Bastille, la place de la Bastille, au mois de mai, parce qu'on a protesté. Mais c'est énorme. Il y a déjà des conservatoires où il n'y a plus de cours individuels de musique. Il y a transmission, il y a le professionnel. On ne peut pas être après 10 et 12 ans, il faut créer. Voilà. Mais absolument. On bureaucratise tout. On interdit. Oui. Invitez vos gens à... Oui, il me reste à vous remercier. Merci à vous, merci à vous. Donc il reste 3 livres. Donc ceux qui sont intéressés, je conseille vivement et de méditer certaines pages. Entre autres, tout ce que vous dites sur le tiers inclus. Et de vous poser la question, n'êtes-vous pas inconsciemment un agent de la subversion? Ah oui, on est tous un peu sujets au tiers inclus. Thierry, à ma dernière Oui. conférence, vous aussi, vous êtes dans le tiers inclus. Oui, parce que vous étiez victime. Bon, Oui, oui, on je est vais tous. donner dernier Personne exemple. n'échappe au tiers inclus. Donc, ceux qui veulent viennent voir